Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour. Serge Dassault est mort, 94 ans. À la fin de sa vie, on va l'entendre en 2014, il avait quelques ennuis avec la justice. Il regrettait que son action d'industriel au sein de la société française n'ait pas toujours été reconnue à sa juste valeur. Moi, je suis quelqu'un qui travaille, j'ai 88 ans, bientôt 89, et j'ai toujours travaillé dans le sens de la France. Je suis resté en France, je ne suis pas parti. Je dépense mon argent à Corbeil et pas à Bruxelles. Et je fais tout ce qu'il faut pour développer l'économie, l'emploi et l'aéronautique et la défense aérienne. Voilà, Serge Dassault est mort hier à 93 ans. Quelle image vous garderez de lui, Benjamin Griveaux ? D'abord une pensée pour sa famille et surtout pour les salariés du groupe Dassault qui sont nombreux et dont j'imagine aujourd'hui l'émotion, parce que quand on travaille dans une entreprise qui porte ce nom célèbre et que celui qui a été un grand industriel, moi c'est une image que je garderai de Serge Dassault, il a su faire preuve d'une grande ténacité avec le Rafale dont il a été beaucoup moqué, beaucoup ont dit qu'il n'y arriverait pas et puis finalement c'est une belle réussite industrielle et c'est surtout aussi ce qui a permis à la France d'avoir la souveraineté de son espace aérien et de pouvoir marquer son indépendance aussi sur la scène internationale. C'est cette image-là que moi je conserverai de M. Dassault. Pour le coup, le Rafale, tout le monde s'y est mis, y compris les contribuables, pour faire en sorte que ce soit une réussite industrielle. Oui, mais c'est aussi ça, d'avoir assumé le fait qu'il faut être souverain chez soi sur certains secteurs stratégiques et l'aérien en est un. Donc Serge Dassault est mort. Une autre personnalité a marqué hier l'actualité. Alors là, nous sommes à l'opposé sur le spectre social. Mamadou Gassama a été reçu hier par le président de la République après avoir sauvé samedi soir. Vous l'avez vu, évidemment, ces images nous ont marqué. Un jeune garçon, Mamadou Gassama, a escaladé 4 étages d'un immeuble parisien et hier, il était dans le bureau du président de la République avec donc Emmanuel Macron. Dieu merci de le sauver. Et donc, sans réfléchir, comme ça, vous êtes... Je n'ai rien réfléchi de moi, voilà. Je me suis monté directement. Et il était comment, le petit, quand vous l'avez... Bon, il est en train de pleurer. Voilà. Il est blessé encore, là, son pied, voilà. Il est blessé un peu. Et vous l'avez revu? Oui. Bravo. Merci. Voilà, c'est une scène assez émouvante. Votre gouvernement a posé une règle, Benjamin Griveaux. Quelqu'un qui n'a pas ses papiers est expulsé. Pourquoi vous la transgressez ? La règle qui a été posée est un peu plus subtile que ça. C'est que nous avons en France chaque année, et nous l'assumons, une immigration légale d'environ 200 000 personnes qui, de regroupement familial aux étudiants, en passant aussi par des migrants économiques, puisqu'il y a l'an dernier, je crois, 22 000 migrants économiques qui ont été acceptés sur le territoire. Et puis vous avez l'autre sujet qui a pris de l'ampleur ces dernières années, puisque je rappelle qu'en 6 ans, nous avons doublé le nombre de demandeurs d'asile. Donc on n'est pas sur les mêmes formes de migration. On est passé de 50 000 à peu près à 100 000 demandes par an. L'an dernier, ce sont près de 35 000 qui ont été accueillis. Nous avons célébré hier un acte héroïque. Et il est important, et la France, il y a une tradition française de célébration des comportements héroïques, des comportements exceptionnels. Ça a été le cas non pas de Mamadou, de Mamoudou. Mamoudou, oui, j'ai mal prononcé son nom. Mamoudou Gassama, qui a eu cet acte héroïque qui, je crois, nous a tous laissé émerveillés quand on a vu l'agilité avec laquelle il a gravi les 4 étages pour sauver ce gamin de 4 ans. Et donc, quand on sauve un enfant de 4 ans, au péril de sa vie, sans réfléchir, il le dit, eh bien, vous savez, ça démontre qu'être français, on peut l'être... par la naissance, c'est le droit du sol. Mais c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi une manière d'être, c'est aussi un savoir-être. Et c'est, je crois, ce que le président de la République a souhaité marquer en recevant hier Mamoudou Gassama et en espérant que le procédure de naturalisation dans laquelle il est engagé puisse aboutir le plus rapidement possible. Mais il y a sans doute plein de gens comme lui qui ont fui le Mali, d'autres régions du monde, souvent pour des raisons économiques, et d'ailleurs parce que la faim les pousse, qui sont porteurs d'autant de courage, d'autant de talent finalement. Il n'est pas question de classer le courage ou le talent des uns ou des autres. Et ils n'ont simplement pas toujours l'occasion de le montrer. J'en ai parfaitement conscience. Et il y a aussi des Français dont je n'ai pas de doute qu'ils fassent preuve de courage, et on l'a vu encore il y a quelques semaines avec le sacrifice qu'a fait le colonel Beltrame. Donc ça n'est pas un concours à celui qui a le plus de courage ou pas. Mais en revanche, c'est d'assurer et de réaffirmer la ligne qui a été fixée par le président de la République. À la fois la fermeté sur les textes qui sont les nôtres, et la France, avec 200 000 immigrants légaux chaque année, prend sa part de l'immigration, et c'est une bonne chose pour notre pays. Elle apporte à la fois des idées nouvelles, et notamment dans le monde universitaire. Moi, je suis très attaché au fait que des étudiants puissent venir ici s'instruire dans nos universités françaises, et ensuite d'ailleurs aller porter une part de notre culture française à l'étranger. Je suis très attaché, mais également droit d'asile, et la France prend sa part.
disons-le, l'Europe a là aussi une grande responsabilité et la France ne peut pas prendre seule la part que certains pays européens, d'autres pays européens, ne prennent pas. Et que d'autres ont pris davantage que nous. Que d'autres ont pris davantage que nous. Hein, et que d'autres ont pris davantage que nous, aussi pour des raisons démographiques. Monsieur Apathy. Et vous pensez au même pays que moi? Je pense au même pays que vous, et Bien. ce serait intéressant d'entendre la chancelière s'exprimer là-dessus. À quoi tient un destin? Mamoudou Gassama expliquait hier, je vais anticiper ses propos parce qu'on ne les comprend pas bien, qu'il est en France depuis septembre, dans un foyer à Montreuil, et il en sortait tout le temps, la peur au ventre, parce que, disait-il, j'avais peur de tomber sur les policiers. On écoute Mamoudou Gassama. Donc même si j'ai besoin de faire le tour, je ne peux pas. Je n'ai pas de documents, je ne peux pas sortir bien, parce que j'ai peur. Peut-être j'ai peur de rencontrer avec les policiers, voilà. J'ai peur de rencontrer des policiers. Heureusement qu'il n'en a pas rencontré. Heureusement. Ça tient à rien, destin. C'est curieux comme situation, quand même. C'est le sens même du destin, c'est que ça ne tient à rien. Mais ce que je veux vous dire à nouveau, c'est qu'il y a des règles. Moi, je ne sais pas expliquer à nos concitoyens qu'à partir du moment où on a établi des règles qui permettent à certains d'avoir un titre de séjour au titre de l'immigration légale. Et à d'autres d'avoir un titre de demandeur d'asile, enfin d'être demandeur d'asile et d'obtenir le droit d'asile, et qu'à partir du moment où on a fixé des critères pour ces règles, ceux qui ne les respectent pas, nous devons les reconduire. Sinon, nous jetons aussi l'opprobre et le doute sur tous ceux qui légalement font la démarche de venir en France et d'obtenir un titre de séjour. Et donc c'est aussi pour valoriser ceux qui ont fait la démarche légalement. Si nous ne mettions pas ces règles en application, c'est aussi les filières, parce que derrière les destins de Mamoudou Gassama, formidables, il y a aussi des filières, il y a aussi des trafiquants, il y a aussi de la traite d'êtres humains. Et si nous étions porte ouverte, et si nous ne faisions pas respecter le droit, ce seraient aussi ces filières-là qui en bénéficieraient et en tireraient commerce. Vous avez vu les gens qui hier dénoncent votre opportunisme dans la circonstance, votre politique. Mais vous savez, les mêmes qui saisissez une action spectaculaire. Les mêmes qui dénoncent l'opportunisme auraient crié si nous n'avions rien fait. Donc vous savez, nous les laissons à leurs commentaires et nous rendons hommage à quelqu'un qui a un acte héroïque. Je trouve un peu triste que dans notre pays, qu'on ne soit pas capable d'avoir un moment d'unité nationale dans des moments comme cela. Ils sont peu nombreux, profitons-en. Vous restez avec nous, Benjamin Griveaux, il est 8h40, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Une infirmière de nuit dans chaque EHPAD et 430 millions débloqués tout dans les 3 ans, soit 20 000 postes supplémentaires. Ce sont les grands axes du plan que la ministre de la Santé doit dévoiler demain pour les personnes âgées dépendantes. Information de nos confrères de France Inter. Les cheminots appelés à se rassembler ce midi devant le Palais du Luxembourg à Paris, alors que les sénateurs commencent à examiner en fin d'après-midi la réforme de la SNCF et que la grève se poursuit. C'est le 12e épisode jusqu'à demain matin. 2 TGV sur 3 sont en circulation, 3 Transiliens sur 5 et la moitié des TER et Intercités. Les serres et la piscine d'Épinal fortement endommagées par des chutes de grêle, des trompes d'eau aussi dans le Calvados, 1 mois de pluie tombée en 2 heures, une coulée de boue dans l'Orne et aussi près d'Amiens, dégâts et inondations après les orages des dernières heures. L'alerte a finalement été levée ce matin et il n'y a plus aucun département en vigilance orange. Premier match de préparation réussi pour l'équipe de France de football, victoire 2-0 hier soir contre l'Irlande. Les Bleus ont encore 2 matchs avant le coup d'envoi du mondial dans 3 semaines, contre l'Italie, vendredi à Nice, et contre les États-Unis, ce sera le 9 juin à Lyon. France Info. Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Dans l'actualité la plus immédiate, hier soir, les députés La République En Marche, aidés d'ailleurs par les députés républicains, ont rejeté systématiquement les amendements présentés pourtant par certains des députés de La République En Marche qui voulaient introduire le fait que le glyphosate serait interdit en France à partir de 2021. Certains amendements rédigés par des amis de Nicolas Hulot disaient même qu'il pouvait y avoir des exceptions après 2021, mais il était important de prendre date puisque c'est un engagement d'Emmanuel Macron. Tous ces amendements ont été repoussés. Vous voulez pousser Nicolas Hulot à la démission en agissant comme ça ? L'engagement du président de la République sur la sortie du glyphosate dans 3 ans est un engagement clair. Et pourquoi ne pas le mettre dans la loi ? D'abord parce que, vous savez, on a inscrit beaucoup de choses dans la loi depuis 30 ans dans notre pays, ça ne s'est parfois pas passé. Donc l'inscrire dans la loi... Non, attendez, Jean-Michel Apathy. Inscrire dans la loi les choses, c'est formidable. Ouais. Mais ça n'est pas la garantie que ça arrive. Mais moi, je préfère pas l'inscrire, ce n'est pas non plus la garantie que ça va arriver. Qu'est-ce qu'on a dit ? On allait travailler avec l'ensemble des acteurs de la filière, qu'on allait confier à l'INRA, donc un institut national de recherche agricole, le fait de trouver des solutions alternatives à l'usage du glyphosate. La France, je le rappelle, a tenu la dragée haute
à ses partenaires européens, qui, si on avait suivi les recommandations de la Commission, c'était 10 ans le glyphosate. On a ramené à 5 ans au niveau européen, 5 ans. Et le président de la République a pris l'engagement que ce soit 3 ans dans l'Hexagone. Ce sera fait en partenariat avec les industriels. Vous savez, nul n'est besoin parfois d'inscrire dans la loi des choses qui finissent par ne pas arriver. Faisons un peu confiance. Arrêtons en permanence de penser que la contrainte, la sanction sont les seuls moyens de conduire des politiques publiques efficaces. Si ça avait marché, depuis 30 ans, la France s'en porterait mieux. Il ne va pas être content, Nicolas Hulot, vous le savez. Écoutez, moi je pense que Nicolas Hulot, il travaille avec les acteurs des filières et avec l'INRA, et que si nous trouvons des solutions industrielles, scientifiques, pour permettre que la France sorte dans 3 ans du glyphosate, tout le monde y aura gagné. Il n'était pas forcément utile de l'inscrire dans la loi. Ça va être commenté, évidemment, vous le savez. Je n'ai pas de doute que ce sera commenté et qu'on ne commentera pas toutes les avancées, par ailleurs, que comporte cette loi. Mais on s'attache toujours aux détails et à l'écume et bien peu au courant. Ah, aux détails, je ne sais pas si c'est un détail. Les Échos disent ce matin que dans le cadre de la discussion qui va commencer demain à l'Assemblée nationale, sur la loi Elan, une nouvelle loi sur l'habitat, le logement, voilà. Une nouvelle loi. Bon, donc à partir de demain, la loi littorale qui a été votée en 1986 et qui n'a plus été touchée depuis pourrait faire l'objet d'amendements visant à favoriser les constructions là où pour l'instant on ne peut pas construire. Ce sont les Échos qui disent ça, qui mentionnent des amendements, qui mentionnent des députés La République En Marche qui ont déposé ces amendements. Vous avez des informations à ce sujet? Je n'ai pas d'informations à ce sujet. C'est évidemment au débat parlementaire de trancher. Demain, j'imagine que c'est en commission que vont commencer les débats, avant qu'il n'arrive dans l'hémicycle. Donc vous voyez, le temps du travail parlementaire sur la loi ne fait que commencer. Et on surveillera là aussi. Je n'ai pas de doute que les débats seront nombreux. Ce qu'en pense Nicolas Hulot, parce que ça pourrait être une nouvelle pierre dans son jardin. Et puis dernier fait d'actualité, une dépêche de l'AFP hier soir assez tard, il était 23h20, nous dit que Elisabeth Borne, ministre des Transports, persiste dans son projet de vignette pour les transporteurs. Alors elle parle d'une vignette temporelle, c'est-à-dire au cas par cas des gens qui traversent la France. Vous le confirmez? Est-ce que vous dites en tout cas, pas d'impôt, pas de taxes nouvelles, mais une vignette, oui. On exclut le système qui avait été imaginé auparavant, l'écotaxe. Donc ça, l'idée d'avoir une vignette, c'est évidemment à la ministre des Transports d'en donner les modalités, mais frapper les transporteurs par des vignettes parce qu'ils sont des utilisateurs importants de nos infrastructures routières et donc qu'ils puissent participer aussi à la fois à l'entretien et au fonctionnement, mais aussi à l'investissement pour permettre des infrastructures de meilleure qualité, ne me paraît pas être une mauvaise piste. Ça ne concerne que les transporteurs. Ça ne concerne que les transporteurs, absolument pas les particuliers. Il n'est pas question de remettre la vignette pour les particuliers en service, puisque, je le rappelle, à votre micro, l'engagement du président de la République qui sera tenu, c'est la baisse des prélèvements obligatoires dans notre pays, ce que nous avons commencé. Oui, transporteurs routiers étrangers, bien sûr, transporteurs. Transporteurs français à ce stade, ce sont les transporteurs. À Elisabeth Borne d'en donner les modalités. Bon, là aussi, il risque d'y avoir quelques réactions. Et vous savez, si on fait, je vais vous dire une chose, Jean-Michel Apathy, si on ne faisait jamais rien, il n'y aurait jamais de réaction à rien. Et j'ai peur que ce pays, ma conviction, c'est que ce pays, ma conviction, vous dites qu'il n'y aura pas d'impôt pour les transporteurs, pas pour les particuliers. Vignette. Il n'y aura pas d'impôt supplémentaire. Dans notre pays, nous baissons la fiscalité à la fois pour les ménages et pour les entreprises. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que oui, nous faisons des choses, oui, ça suscite des réactions, et c'est tant mieux, parce que ce pays en avait assez d'un pouvoir politique immobile qui restait les bras croisés. Si vous félicitez les réactions, vous en aurez, c'est très bien. Vous avez publié dimanche dans Le Parisien une tribune qui a elle aussi été abondamment commentée. Vous dites que l'objectif de votre politique, c'est de venir en aide, on va le voir rapidement en bande titre et je vais le lire, c'est pour venir en aide à l'homme pauvre. Nous remettons au cœur de notre combat les droits de l'homme pauvre, c'est pour lui que nous nous battons. Beaucoup de commentaires un peu ironiques, voire sarcastiques pour certains. Le gouvernement qui baisse l'impôt sur la fortune, qui met une flat tax sur les revenus mobiliers et qui supprime l'exit tax, travaille pour l'homme pauvre. Beaucoup de gens se sont un peu moqués de cette expression. Mais je les laisse bien volontiers à leur moquerie, parce qu'ils sont enfermés dans les schémas du passé, en permanence. Et ils y reviennent. Et d'ailleurs, ma conviction, c'est que les Français, par le vote qu'ils ont exprimé, ont compris, ils sont très attachés à notre modèle social, et moi je suis très attaché à notre modèle social. Je suis très attaché à un modèle de redistribution. Ensuite, il faut d'abord créer les richesses pour les redistribuer. Je suis très attaché à un système de retraite par répartition et de solidarité entre les générations. Et je suis très attaché, et ça a été l'un de mes mandats,
J'ai été chargé du RSA pendant 5 ans. Je vois ceux qui, dans les tweets du week-end, s'indignent, etc., et qui vivent dans les beaux quartiers parisiens dont ils sont rarement sortis. Moi, j'ai été chargé du RSA dans un département pauvre pendant 5 ans. J'ai signé des contrats d'insertion avec des gens au RSA tous les jours pendant 5 ans. Et j'ai vu des gens avec qui j'ai signé le 15e, parfois le 20e contrat d'insertion parce que ça ne fonctionnait plus. Ce que je dis, ce que j'écris dans cette tribune, en quoi elle aide il faut la politique sociale, une bonne politique sociale, c'est d'abord l'emploi, le travail, la formation, l'éducation. Ça n'est pas forcément distribuer des allocations, des subventions. Il faut le faire pour les personnes qui sont en grande difficulté. On augmente les minima sociaux. Que nous n'en fasse pas ce procès. Le minimum vieillesse a augmenté le 1er avril, l'allocation adulte handicapé, la prime d'activité augmenteront à l'automne. Mais ça ne suffit pas. Ça fait 30 ans qu'on se limite à cela. Alors nous investissons. Il faut non pas dépenser uniquement, il faut aussi investir. C'est l'école. C'est quand on divise par 2 le nombre d'enfants par classe dans les quartiers populaires, on fait une politique sociale. C'est quand on travaille sur la formation professionnelle, sur l'apprentissage, c'est de la politique sociale. C'est un état d'investissement social. J'en ai assez d'un état qui se finalement limite à réparer les inégalités, à constater qu'il y a des inégalités et qui les répare en espérant améliorer ou faire en sorte que les gens qui les subissent puissent survivre et non pas vivre, choisir leur vie, construire leur destinée. C'est ça le projet politique que nous portons. Et donc, ceux qui considéreraient que bien considérer la précarité et bien s'occuper de ceux qui sont dans la pauvreté, il suffit de leur faire un chèque, ce sont eux qui sont méprisants à l'égard des gens qui sont dans le plus grand dénuement. Il faut pouvoir les sortir de ce dénuement. En termes de création d'emplois, pour l'instant, on ne voit pas trop les résultats de votre politique. Mais attendez... Vous plaisantez ou quoi? Ça fait 30 ans que le pays ne va pas bien. On a 3 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, dont 3 millions d'enfants, 4 millions de mal logés. Et on a, quand on est ouvrier, 10 ans d'espérance de vie de moins qu'un cadre. Alors je veux bien que vous colliez ça sur le dos du gouvernement qui est là depuis 1 an. Depuis 1 an, nous avons mis en place à l'école en septembre le dédoublement des classes. Nous avons mis en place la loi formation professionnelle apprentissage. Elle n'est pas encore votée. Tout ça va prendre du temps. C'est une transformation profonde de notre modèle social. Mais je suis certain d'une chose, c'est que pour avoir... côtoyer ces personnes qui sont bénéficiaires de minima sociaux, je vous assure que le matin, elles n'ont envie que d'une chose, c'est de se lever pour aller bosser. Je ne participerai pas ni à ceux qui fustigent l'assistanat, et ça je pense à Laurent Wauquiez quand il avait évoqué le cancer de la société, c'était criminel de sa part, ni à ceux qui considèrent à gauche qu'il suffit de faire des chèques pour gérer la question de la pauvreté. Ce sont 2 comportements irresponsables et ça a mené le pays là où nous en sommes aujourd'hui. Il faut changer de modèle. Et à Bruno Le Maire qui dit que les aides sociales pourraient baisser? Les aides sociales ne vont pas baisser, Bruno Le Maire le sait parfaitement. Dans la loi de finances qui a été votée, elles ont augmenté. Regardez, le minimum vieillesse a augmenté le 1er avril dernier. C'était une bêtise? C'est une bêtise de le dire. Mais il a augmenté le minimum vieillesse. Mais pourquoi il a dit ça? Et donc, l'allocation adulte handicapé, elle va augmenter. Donc, les aides sociales individuelles dans notre pays ne baisseront pas. Vous restez avec nous, Benjamin Griveaux, 8h51, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Il a rendez-vous ce matin à la préfecture de Bobigny. Mamoudou Gassama va entamer les démarches pour régulariser sa situation. Emmanuel Macron a promis hier à ce jeune Malien sans papier sa naturalisation. Récompense à son geste héroïque, le sauvetage samedi d'un petit garçon suspendu à un balcon à Paris. L'interdiction du glyphosate d'ici 3 ans ne sera pas inscrite dans la loi. Les députés ont rejeté cette nuit plusieurs amendements en ce sens. La solution du compromis privilégiée, le temps de trouver des alternatives pour les agriculteurs, grands utilisateurs de ce pesticide pourtant jugé cancérogène par l'Organisation mondiale de la santé. La crise libyenne au menu d'une conférence internationale ce matin à l'Elysée. Plusieurs hauts responsables reçus sous l'égide de l'ONU pour organiser des élections d'ici la fin de l'année et stabiliser le pays 7 ans après la chute de Kadhafi. Elle n'a plus joué de tournoi majeur depuis 1 an et demi. Serena Williams de retour cet après-midi à Roland-Garros après la naissance de son premier enfant en septembre. Retour aussi de la Russe Maria Sharapova après 2 ans d'absence pour dopage et blessure. France Info. Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. C'est utile un porte-parole du gouvernement, ça nous permet parfois de comprendre ce qu'on ne comprend pas. Par exemple, Gérard Collomb, samedi, après la manifestation qui s'intitulait la marée populaire, le ministre de l'Intérieur intervenait depuis la préfecture de police de Paris. Si on veut garder demain le droit de manifester, qui est une liberté fondamentale, il faut que les personnes qui veulent exprimer leur opinion puissent aussi s'opposer aux casseurs et ne pas, par leur passivité, être d'un certain point de vue complices de ce qui se passe. Si on veut garder le droit de manifester, on a envie de le garder. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, Gérard Collomb, il a sans doute l'une des missions les plus difficiles du gouvernement.
Vous savez, nos forces de l'ordre sont soumises à rude épreuve depuis maintenant plusieurs années, du fait de la tension terroriste qu'il y a dans le pays. Nous avons différentes zones où nous intervenons. Aujourd'hui, Notre-Dame-des-Landes, où je rappelle, plus de 2000 gendarmes mobiles sont mobilisés sur le terrain. Et nous avons aujourd'hui des manifestations où parfois vous avez des Black Blocs, ça fut le cas le 1er mai à Paris avec cette démonstration de force, et où, je le rappelle, seulement 4 personnes ont été blessées dans ces manifestations du 1er mai. Moi, je veux saluer le sang-froid à la fois de nos forces de sécurité sur le terrain et celui aussi du ministre de l'Intérieur. Vous savez, il a son langage, il a ses mots. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il a son langage et ses mots, mais il a surtout une détermination. Les manifestants sont trop complaisants avec la violence, c'est ça qu'il veut dire? Il y a certains manifestants dont je rappelle qu'ils ont pendu l'effigie du président de la République, qu'ils l'ont brûlé, qu'ils ont présenté un président de la République avec un trou au milieu du front et du sang qui en coule. Donc il y a une forme de violence. Marginaux. Il y a une forme de violence, et je le dis, vous ne mettez pas tous les manifestants dans le même sac. Mais évidemment pas, j'ai eu déjà l'occasion de le dire à maintes reprises. J'ai le plus grand respect pour l'immense majorité de ceux qui manifestent, et je condamne avec la plus ferme vigueur tous ceux qui cassent, et là ce sont les Black Blocs, et qui ne sont pas là d'ailleurs pour des questions de contestation de telle ou telle réforme du gouvernement. Ils contestent la nature même d'un gouvernement et la nature même d'un pouvoir politique. Donc très bien. Et puis il y a ceux aussi qui, cagoulés, brûlent l'effigie du président de la République. Donc je crois que cette violence-là n'a pas sa place dans un cortège ni syndical ni politique. Mais Gérard Collomb avait l'air de parler d'autre chose, et en tout cas, on ne peut pas dire qu'il a été compris. Vous en convenez? Non, mais il n'a pas été son compris. rôle, c'est d'assurer l'ordre en respectant les libertés publiques. Et croyez-moi, c'est toujours une ligne de crête qui est difficile à tenir, notamment face à parfois des casseurs qui s'introduisent et infiltrent les manifestations et n'ont vocation que de mener une guérilla urbaine. Emmanuel Macron a surpris un peu hier soir par un tweet dans lequel il prend la défense du magazine Le Point. Le président de la République déclare qu'il est inacceptable que des affiches du Point soient retirées des kiosques. La liberté de presse n'a pas de prix. Ça méritait en effet une intervention du chef de l'État, ce qui s'est passé. Et bien sûr, la liberté de la presse, c'est un de nos biens les plus précieux. Nous avons en France une presse d'opinion, nous pouvons en être fiers. Je la pratique beaucoup, et il lui arrive de ne pas être tendre à notre endroit, et c'est tant mieux. C'est ça qui garantit qu'en France, on a la liberté de s'exprimer, qu'on est dans une démocratie vivante, qu'on est un peuple qui aime le débat et qui aime la politique, et où il n'y a pas la place pour ceux qui retirent les affiches des kiosques, quelles que soient les couvertures incriminées. Je n'ai évidemment rien d'autre à ajouter aux propos du président de la République, que je partage à 100%. Quelle attitude faut-il avoir face à la crise italienne? Il faut s'en inquiéter, Benjamin Griveaux? Il faut avoir une grande vigilance parce que, vous le savez, les élections du 4 mars en Italie, le peuple italien a dit deux choses. Il a dit, d'abord, il a contesté le manque de solidarité financière des pays d'Europe du Nord, et puis le manque de solidarité des pays d'Europe centrale sur la question migratoire. Et donc, au fond, il a dit beaucoup de choses de l'Europe. Le Conseil européen de la fin du mois de juin sera important. La France y portera des propositions. Vous le savez, il y a une rencontre franco-allemande auparavant. C'est sans doute un sommet européen qui sera, et un conseil important à la fin de ce mois. Et puis, il y aura les élections européennes l'an prochain. Et les élections italiennes qui se sont déroulées n'augurent rien de bon, parce que souvent, l'Europe a été prise pour cible comme étant la source de tous les maux que connaît aujourd'hui l'Italie. Sans doute, la bureaucratie bruxelloise a parfois pas aidé dans la compréhension des politiques publiques qui sont conduites dans les différents pays de l'Union, mais ça n'est certainement pas la seule responsable de l'état dans lequel se trouve l'Italie. Mais les Italiens ont voté, et le président de la République italienne n'a pas voulu nommer un ministre des Finances qui correspondait à ce vote. Certains en sont choqués. Mais le président de la République italien, en vertu de mémoire de l'article 92 ou 94, je crois, de la Constitution italienne, a parfaitement le droit. C'est l'un de ses droits constitutionnels. Il est là pour assurer la stabilité institutionnelle et démocratique du pays. Il explique, M. Mattarella, je n'ai pas commenté sa décision. Ouais. Je vais donc dire la manière, pourquoi il a pris cette décision. Il explique qu'il a voulu préserver notamment les intérêts des épargnants italiens, avec une crainte, c'est que la nomination de ce ministre des Finances n'agite les marchés et que les taux d'intérêt à long terme de l'Italie augmentent, ce qui aurait pénalisé en premier lieu, non pas les grandes banques, mais les épargnants italiens, et je crois que c'est la raison pour laquelle le président Mattarella n'a pas souhaité procéder à cette nomination. Le gouvernement français s'inquiète d'une possible crise financière à la suite de ce qui se passe en Italie et d'une possible remontée rapide des taux d'intérêt. L'Italie est un partenaire essentiel, important pour la France, à la fois
dans l'histoire de l'Italie au sein de l'Union européenne, mais aussi pour la relation bilatérale, puisque c'est, je le rappelle, un très grand partenaire économique et commercial de notre pays. Merci beaucoup Benjamin Griveaux, très bonne journée. Merci à vous.